Ben oui, Internet, re-bienvenue au club de lecture d'Etu Game. Encore une fois, aujourd'hui, 10 propositions de livres. Parce que les livres, à mon avis, c'est la façon la plus simple de devenir un meilleur maître de jeu. De s'inspirer pour avoir des idées, pour rencontrer des personnages, pour avoir le vocabulaire pour décrire un monde fantastique qui va vraiment engager, qui va exciter vos joueurs. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres de science-fiction qui peuvent inspirer vos parties de jeux de rôle en tout genre. Parce que oui, la science-fiction, c'est des idées, c'est des personnages, mais c'est aussi des concepts qui flirtent parfois avec la magie. Puis parfois, les concepts abordés en science-fiction sont tellement intéressants que ça prend pas grand-chose pour les adapter à votre jeu de rôle, que ce soit un jeu qui se passe dans une période moderne ou une période médiévale ou période victorienne, peu importe. Ce qui est important ici, c'est que ce sont des livres qui sont inspirants, qui donnent des idées puis qui contiennent des personnages qui sont super. En 10e place, on a L'Homme des Jeux, The Player of Games, une des entrées dans la série de Iain M. Banks sur la culture. C'est une série, donc oui, il y a plein de livres, il y en a une dizaine, je pense, dans la culture. Ici, ce qui est important, c'est que L'Homme des Jeux, à mon avis, c'est un des meilleurs endroits pour commencer la série. Et c'est un stand-alone, fait que vous pouvez lire uniquement ce livre-là et avoir une expérience littéraire satisfaisante. Vous n'avez pas besoin de lire les 10 livres. Donc, on va suivre Gurgé, qui est un homme qui vit dans la culture, une société futuriste où les humains, des drones et autres espèces vivantes ont créé la société des loisirs parfaite. Mais on suit Gurgé, qui dans ce monde-là commence à trouver que les choses sont un peu ennuyantes. Lui, il joue à des jeux. Il crée des jeux. On parle vraiment de jeux, là, jeux de société, là, fait que c'est parfait pour moi, ça. Et soudainement, il y a un drone qui vient le voir un jour et qui fait « Hey, on a découvert une société en dehors de la culture, sur une planète, qui a créé toute leur société autour d'un seul jeu. Est-ce que tu serais intéressé à un échange culturel et d'aller là-bas jouer à leur jeu? » Et Gurgé fait « OK. » Et on suit l'aventure de cet homme-là qui va découvrir un monde à travers le jeu. Et tout repose sur le jeu là-bas. Fait que la personne qui gagne le tournoi de ce jeu-là devient le dirigeant de l'Empire. Il y a quelque chose de... Tous les statuts sociaux de tout le monde dépendent de à quel point t'es bon à ce jeu-là. Vous voyez peut-être déjà la métaphore entre le jeu de société de cette culture-là et juste le système économique dans lequel on vit nous-mêmes, humains de l'époque d'aujourd'hui. T'sais. C'est super drôle, c'est super bon. Il y a de l'action, des grands concepts philosophiques. Puis ça nous présente la culture qui est vraiment un des univers les plus inspirants que j'ai vu dans un monde de science-fiction récemment. En 9e place, on a Ender's Game, la stratégie Ender, je crois, en français, qui est un classique de la science-fiction. Donc c'est l'histoire de Ender, qui est un jeune garçon. Je veux pas trop spoiler parce que c'est vraiment le genre de livre retournement, là. C'est le genre de livre, un moment donné, qui va te virer à l'envers puis qui va te faire dire « Oh my God, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Mais en gros, c'est un jeune garçon qui vit dans un monde où tous les enfants doivent très vite performer à l'école, performer dans les sports, et on est à la recherche du meilleur espoir de l'humanité pour vaincre des extraterrestres qui vont venir et qui vont nous détruire. Donc, tous les enfants sont testés dans des jeux, sont testés dans des examens, dans des tests physiques pour déterminer qui va être cet espoir-là, qui va sauver l'humanité de cette menace-là, qui va nous anéantir. Fait que les enjeux sont dans le tapis. Et Ender, c'est un jeune garçon, je pense qu'il a 10 ou 11 ans au début de cette histoire-là. Et on va suivre son progrès, son parcours dans cette machine-là, qui va le tester, qui va le briser à quelque part, tu sais, aussi. Moi, je trouve que c'est un setting qui est parfait aussi pour faire un univers de jeu de rôle. Donc, il y a une académie où on se retrouve, où il y a des compétitions entre les différentes maisons, des rivalités, parce que il faut qu'il y ait une maison qui gagne, parce que dans cette maison-là, il y a peut-être l'espoir de l'humanité, fait que tout le monde travaille en équipe, trouve des solutions à des problèmes. C'est un livre sur la résolution de problèmes, puis comment l'humanité, puis les gens travaillent ensemble, sur les difficultés de travailler en équipe, sur partager le bien commun, l'ego, le désir de performer, mais aussi juste
on a un problème à régler, on peut-tu juste s'entendre que c'est pas tes problèmes à toi, c'est pas la priorité? Mais oui, c'est vraiment un, tu sais, c'est un roman qui bouleverse, qui frappe fort, mais qui est aussi très cool. Lire ça, c'est cool, c'est une super expérience. Puis la suite est aussi très intéressante. 8e place, on a la série de Murderbot. C'est une série de courtes nouvelles, de petits romans qui sont très courts, dans lesquels on va suivre un robot qui a pour mission de tuer des gens. Fait que c'est un, c'est un robot mercenaire. Pour une raison ou pour une autre, il y a un bug dans son cerveau et il commence à plus avoir envie de tuer des gens depuis qu'il a commencé à écouter des sitcoms. C'est pas exactement ça, mais il s'est branché un jour sur la culture populaire humaine et il s'est rendu compte que, ben, il aime ça rire, puis il aime ça écouter des séries niaiseuses, puis il a pas envie de tuer des gens, puis il apprend sur l'humanité, mais malgré tout, il a un travail à faire et il doit le faire. C'est super intéressant parce que c'est un personnage qui est très nuancé, qui est très drôle, c'est super digeste. Fait que si vous avez envie d'un petit livre de science-fiction, vous n'avez pas envie de grosses idées qui vont retourner votre cerveau, Murderbot, ça fait la job. T'sais, le premier tome, il s'adapterait presque mot pour mot dans un scénario de jeu de rôle futuriste pour Mothership, par exemple. Ce serait parfait. C'est vraiment excellent. Fait que si vous avez des amis qui s'intéressent vaguement à la science-fiction mais qui savent pas par où commencer, c'est une excellente entrée. En 7e place, on a un de mes romans de science-fiction préférés. C'est un roman de Dan Simmons qui s'appelle Hyperion. C'est un roman classique dans lequel on va suivre 6 pèlerins, 6 personnages qui sont appelés ensemble à aller faire un pèlerinage, donc faire un long voyage dans l'espace pour atteindre une planète qui s'appelle Hyperion. Et il y a des tombes sur Hyperion. On ne sait pas qui a construit ces tombes-là. Elles semblent avancer à rebours dans le temps. Le temps dans ces tombes-là ne fonctionne pas comme le temps ailleurs. Et elles sont gardées par une créature étrange. On ne sait pas si elle existe pour vrai. C'est quasiment une légende qui s'appelle le Shrike. Une créature faite de métal et de pics qui ne parle pas, mais qui tue et qui détruit, et qui a empêché la colonisation de ce monde-là. Les 6 pèlerins, donc, ont à se rendre là-bas pour une raison ou pour une autre, et ils vont tous raconter leur histoire, la raison pourquoi ils vont là-bas. C'est super beau, super touchant, mais c'est aussi une avalanche d'idées awesome, que ce soit un détective qui doit traquer des intelligences artificielles cachées dans le monde, que ce soit un prêtre qui s'intègre dans une tribu immortelle qui cache un mystère vraiment creepy, ou un homme qui s'inquiète pour sa fille qui a été affectée par une maladie surnaturelle, fantastique, que vous devez intégrer dans votre campagne. C'est juste trop awesome, cette idée-là. Faut savoir qu'il y a vraiment une fin brusque au livre Hyperion. Fait que ça continue tout de suite dans la chute d'Hyperion, qui est le 2e tome de la série. Fait qu'il faut le savoir, là, tu t'engages un peu à lire ces 2 livres-là. Parce que Hyperion, à moins que tu veuilles une fin en suspens, ça te laisse un peu en plan. En 6e place, ce livre-là pourrait s'appeler Gregenrod, je pense, parce que c'est vraiment l'inspiration principale de ma campagne maison qu'on roule en ce moment sur la chaîne Jeux de rôle. C'est Born de Jeff Vandermeer. C'est un roman post-apocalyptique qui se déroule dans un monde un peu mystérieux puis très sauté. Donc, dans cette ville en ruine-là, on suit l'histoire d'une femme qui doit survivre avec son copain dans un appartement délaissé, là où ils ont creusé un petit tunnel. Et donc, cette femme-là, qui est notre personnage principal, doit fouiller dans les ruines de la ville pour trouver de la nourriture, des ressources pour la survie de leur couple. Et la plupart du temps, ils vont trouver ces ressources-là dans la fourrure d'un ours géant volant qui vit dans cette ville-là. Alors, rien de trop bizarre jusqu'à maintenant! Et à travers la fourrure de l'ours, elle va découvrir une créature. C'est la germe d'une petite chose qui a l'air d'une plante, d'un insecte, d'un animal. Et cette chose-là va lentement grandir, évoluer et apprendre à découvrir le monde
avec naïveté, candeur, bonheur. Et c'est vraiment un roman sur la maternité, sur élever un enfant avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu sais, puis découvrir cette personne-là aussi, puis découvrir peut-être que à l'intérieur de cette chose-là qui te fait du bien, il y a peut-être un monstre aussi qui se cache, parce que c'est un peu ça dans Born. Est-ce que Born, c'est le nom de la créature, est réellement quelqu'un qui peut vivre avec les humains ou c'est vraiment un monstre? C'est super beau et touchant, mais à travers ça, il y a plein d'idées que tu peux emprunter. On parle d'objets magiques, technologiques, qui sont toutes des insectes, des larves, des animaux. Il y a des créatures qui hantent les ruines, qui sont vraiment creepy. C'est pas nécessairement facile à lire. Il y a beaucoup de mystères, puis il y a beaucoup de choses qui sont laissées dans l'ombre, qu'on nous explique pas de façon scientifique, rationnelle. Fait qu'il y a un aspect un peu fantastique à tout ça, mais moi, ça me plaît. En 5e place, on a le classique de la science-fiction, Dune. Oui, bien sûr, Dune, tout le monde connaît le roman de Frank Herbert. Vous avez peut-être vu aussi le film de Denis Villeneuve. C'est pas mon roman préféré. J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Paul Atreides. Je le trouve pas super engageant, super attachant, mais moi, ce qui me plaît dans Dune, c'est le monde, c'est tout l'univers qui a été conçu, puis les principes philosophiques rattachés à ça. Il y a des factions dans l'univers de Dune qui sont genre incroyables si vous cherchez de l'inspiration pour créer une secte d'espionnes religieuses érudites. Ben les Bene Gesserit, c'est awesome! Il y a bien sûr toute la politique. Fait que moi, Dune, c'est vraiment une inspiration pour ceux qui ont envie de jouer la partie politique, les intrigues entre maisons, entre rois, empereurs, princesses. Moi, c'est l'aspect qui me plaît le plus dans la série de Dune, c'est ces intrigues-là. Alors, si vous aimez Game of Thrones, puis vous voulez avoir un univers dans lequel incarner ces espèces de tensions-là entre nobles, vous pouvez aller voir le jeu de rôle de Mophidius, qui est très très bien. J'aime pas full le système, mais on présente vraiment bien l'univers, les factions, les planètes. En 4e place, un roman par un de mes auteurs préférés de science-fiction, Philip K. Dick, et c'est Les androïdes rêvent-ils de Mouton électrique. Alors, le roman qui a inspiré Blade Runner, le roman est très très sauté, très absurde, très drôle, comme tous les livres de Philip K. Dick, bien sûr. On retrouve pas ça dans le film. Blade Runner est awesome en soi, donc à part le film se tient, mais le livre, assurément, propose autre chose. Fait qu'il faut le lire, c'est vraiment très drôle. Il y a la prémisse de l'enquête d'un homme qui est un chasseur de primes, Deckard. Deckard qui est un chasseur de primes et qui va devoir retrouver des androïdes camouflés dans la population. Donc déjà, ça, cette prémisse-là, elle est awesome pour n'importe quelle partie de jeu de rôle, autour d'une enquête. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qui est un monstre, qui est une créature, qui est juste un humain, qui est électrique ou pas. Si vous avez envie d'avoir un univers interne, qui est pas juste science-fiction vanille, ou bon là il y a des chars volants pis c'est ça, allez lire Philip K. Dick, parce que les idées qu'il propose, rapidement, là, c'est jeter un peu sous la jambe. Il y a des affaires qui sont lancées là-dedans qui sont comme attends, t'es-tu en train de me dire qu'il y a une technologie qui permet de commander des émotions en composant certains numéros de téléphone? Attends, t'es-tu en train de me dire qu'il y a un catalogue où les gens sont obsédés par le prix des animaux vivants et qui sont prêts genre à s'hypothéquer puis payer plus cher que leur maison pour s'acheter un mouton, une chèvre ou un hibou? C'est awesome! Ça crée tellement d'enjeux absurdes aussi dans l'histoire. Si vous avez envie d'avoir un monde un peu paranoïaque, vous jouez quelque chose comme Paranoia par exemple, le jeu de rôle, ben il faut absolument lire Philip K. Dick parce que tu lis Philip K. Dick puis t'es comme toujours en train de te remettre en question toi-même, de remettre le monde en question, puis de remettre le livre en question, de genre, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? 3e place, un autre grand roman de Adrian Tchaïkovski, c'est Dogs of War, qui est un tout petit livre. Si vous voulez quelque chose de rapide à lire cet été, qui va pas trop vous casser le cerveau, super digeste, très film d'action hollywoodien avec une twist incroyable. Dogs of War, on suit l'histoire d'un chien qui s'appelle Rex. C'est pas n'importe quel chien, c'est un chien qui a été modifié génétiquement pour être une machine de guerre. Et il est capable de penser, de réfléchir, et graduellement, sa vision du monde va changer. Parce qu'il veut être un bon chien. Donc la motivation principale de Rex, c'est
to be a good dog. Il veut être un bon chien, il veut que son maître soit content, mais il est évident pour nous, quand on lit ce qui se passe, que le maître de Rex n'est pas un bon maître. Et ce qui est cool là-dedans, c'est qu'un tout petit livre, avec cette prémisse-là, devient soudainement une bataille juridique pour le droit des animaux dans le futur. C'est un roman d'espionnage, un roman de guerre. C'est trash, c'est triste, c'est très 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 beau. Dogs of War va poser des questions qui sont vraiment sharp. Des questions sur l'intelligence artificielle aussi, sur la guerre moderne, sur la guerre du futur. C'est incroyable. J'ai vraiment adoré ce roman-là et absolument tout ce qui se trouve là-dedans. Je me vois créer un jeu de rôle où est-ce que tu dois choisir ta forme animale de guerre et t'es un animal modifié génétiquement pour le combat, qui est soit un sniper, un spécialiste du combat au corps à corps, ou c'est des brutes, là, c'est des monstres. Mais en même temps, il y a tellement plus à l'histoire que juste ça. Ça devrait être un film. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été adapté. À mon avis, ça pourrait être le prochain John Wick. Mais voilà. Fait que Dogs of War, c'est awesome. Deuxième place, un autre super beau roman qui nous fait miroiter un univers presque infini. Roadside Picnic. Dans le monde de Roadside Picnic, il y a eu des impacts sur la Terre. On a eu un premier contact avec une civilisation extraterrestre. Donc, il y a des choses venues d'un autre monde qui sont tombées sur Terre, mais malheureusement, l'impact a créé une zone où il était plus possible pour l'humanité de vivre. Il y a trop de trucs bizarres qui s'y déroulent. Donc, on trouve des artefacts laissés par les visiteurs. Ça peut être des objets, des batteries, des disques. Parfois même, l'univers, la météo, la géographie des lieux a changé à cet endroit-là. Donc, c'est devenu des pôles d'attraction pour toutes sortes de scientifiques, de militaires, de politiciens, et pour aussi des stalkers, qui sont des bandits qui vont vendre des artefacts extraterrestres sur le marché noir. Donc, on va suivre un stalker qui est devenu un expert de s'aventurer dans la zone. Parce que la zone, c'est dangereux. Et si tu fais un faux pas, ça peut être la fin pour toi. C'est super intéressant, puis imaginez cette prémisse-là, vous qui la pitchez à vos joueurs, c'est ça qu'on va jouer aujourd'hui. C'est incroyable, c'est vraiment super. Il y a tellement de dangers, de mystères, de pièges, de créatures, point d'interrogation. Et en première place, le livre de science-fiction qui va le mieux, je pense, se vivre en jeu de rôle, c'est Annihilation de Jeff Vandermeer. Je sais pas pourquoi je suis obsédé par cette idée-là, mais je pense que c'est vraiment l'écriture de Jeff Vandermeer, puis le mystère qu'il crée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de super bons livres de science-fiction que j'ai pas mis sur la liste, soit parce que c'était des évidences, ou soit parce qu'on nous expliquait trop ce qui se passe. Je le sais que c'est le fun de faire comme c'est qui les extraterrestres, depuis quand ils sont là, etc. Mais Jeff Vandermeer est capable de garder toutes ces réponses-là cachées et de juste laisser entrevoir peut-être une piste de solution. Annihilation, pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou vu le film, c'est l'histoire de Area X, la zone X. Donc, c'est une zone où il y a une barrière. Et pour pénétrer cette barrière-là, puis entrer dans cette zone-là où tout est rendu bizarre, il faut qu'on t'hypnotise. Parce que sinon, tu pourras pas y arriver. On envoie une expédition là-bas et je pense que c'est la 14e. La première expédition a complètement disparu. La deuxième, ils se sont tous entretués. Il y a toujours eu des affaires bizarres avec les expéditions envoyées, puis graduellement, on a appris que on peut pas envoyer d'éléments modernes de ce côté-là. Fait qu'ils ont tous du vieil équipement. Tous les membres de l'expédition ont une boîte avec une lumière, et si la lumière allume, vous devez sortir. Peu importe ce qui arrive, vous sortez. Si la lumière allume pas, vous êtes correct. Fait qu'il y a tellement peu de choses qu'on leur dit que nous, comme lecteurs, on sait aussi peu de choses que les gens qui sont dans l'expédition. Et on réalise aussi qu'il y a des secrets. Je pense que c'est pas un roman qui va plaire à tout le monde. Parce que justement, il y a beaucoup de mystères. Donc ce mystère-là, on va pas nécessairement nous donner les réponses. Puis moi, c'est ce qui me plaît. C'est très H.P. Lovecraft. Dans le sens que il y a pas de... On peut pas rivaliser avec ce qui se passe. C'est quelque chose de plus grand que nous. La Area X est pas faite pour être compris par les esprits humains. Mais il y a quelque chose là-dedans de parfait pour ta partie de jeu de rôle.
parce que je pense que c'est la meilleure affaire à apprendre comme maître de jeu, c'est de ne pas donner trop vite toutes les réponses. D'avoir des secrets, de graduellement les donner aux joueurs pour leur faire plaisir, mais de ne pas vider tout le sac d'un coup. Je sais que c'est tentant, on a écrit un monde, on veut en parler, mais parfois c'est vraiment plus payant de garder une part de mystère. Et on le voit bien dans Annihilation, un de mes romans préférés. Alors voilà Internet, ça fait le tour de mes 10 propositions de romans de science-fiction pour vous inspirer, mais aussi juste pour lire, pour partager, pour avoir des idées, parce que c'est ça la science-fiction. Brasser les grandes idées et d'imaginer le futur. Fait que n'hésitez pas à nous partager vos découvertes de science-fiction. Qu'est-ce que vous avez lu récemment? Laissez-le en commentaire. Puis je vais peut-être en faire d'autres comme ça. Peut-être poursuivre le club de lecture de AT-Game, parce que, voyons, pour moi, livres et jeux de rôle, c'est une passion commune. Puis je vous invite, vous aussi, à lire. Sur ces sages paroles Internet, je vous dis au revoir.